bien? Oui. Donc moi je vais commencer à vous parler de méthodes d'acquisition du réseau virtuel pour aller vers le BIM, un process que je vais commencer à développer dans cette présentation. Pour faire un rapide état des lieux, je vais faire un rapide état des lieux sur le processus BIM. Aujourd'hui, ça date déjà, on a une énorme difficulté dans les multiples documents qui existent, qui sont des documents anciens, de relevés anciens, on va dire à partir du 19e, aux relevés d'aujourd'hui, qui sont multiples. L'architecte va faire ses relevés, le géomètre va en faire d'autres, les bureaux d'études vont en faire d'autres, l'entreprise va encore faire d'autres, et quand on compile toutes ces données-là, eh ben, on va retrouver de gros décalages, alors avec des endroits précis, d'autres imprécis, et donc la mise en conformité et la coordination de tous ces plans est une vraie difficulté aujourd'hui. Ça multiplie les interventions de chacun, avec un énorme gaspillage économique sur l'ensemble des travaux, puisqu'on va multiplier les temps pour les mêmes relevés. Donc aujourd'hui, chacun va traiter de sa façon ce bout de plan, interagir, avec pas forcément une coordination parfaite, puisque chacun a sa petite technique pour faire son économie dans les relevés, en disant bon, moi je vais relever précisément que la partie qui m'intéresse, je laisserai l'autre partie que je vais faire à la va-vite à mon voisin d'à côté qui va s'en charger, etc. On n'a pas tous les mêmes normes, la même façon de faire, donc on se retrouve avec un amalgame de plans plus ou moins précis, plus ou moins réussi. Donc l'objectif du BIM, c'est de réaliser un processus d'échange de données avec des normes, avec des process basés autour de la maquette numérique. Alors, on dit maquette numérique quand on parle souvent de modèle 3D, d'imagerie 3D pour le BIM, on dit bon, le BIM c'est une maquette 3D. Non, c'est un processus. La maquette 3D fait partie du processus. On peut très bien faire une maquette BIM sans passer par un modèle 3D. Un grand tableur Access ou Excel, bien renseigné comme une base de données, pourrait être une base de données BIM. Le format d'échange qu'on appelle IFC est un format numérique où toutes les classifications et caractérisations des matériaux, des ensembles architecturaux sont classées dedans. C'est une base de données. Elle peut se traduire par un modèle 3D qui est le meilleur format d'échange, puisqu'il est visuel, interactif, paramétrique. Je tiens à préciser ça parce que c'est important de comprendre que le BIM, ce n'est pas une maquette 3D, c'est un processus d'échange collaboratif, avant tout. Donc là, pour illustrer le propos, quand on est dans une conception BIM ou pour travailler dans le processus BIM, on conçoit le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va réaliser une maquette, une conception du bâtiment par une approche métier. Alors quand on va parler approche métier, c'est à partir justement du processus qui amène une maquette 3D, on va ramener d'autres dimensions. On va ramener la 4e dimension pour la gestion du temps, c'est-à-dire quand on va modéliser le bâtiment, on va rajouter dans les modèles, dans les bases paramétriques, une notion de temps. Par exemple, en restauration de monuments historiques, on va pouvoir monter un échafaudage. Et bien, sur la maquette, en rajoutant l'échafaudage, on va pouvoir mettre les plannings de montage d'échafaudage, de différents éléments d'étaiement. Tout va pouvoir être planifié dès la conception pour pouvoir justement gérer les différents partages de tâches entre les intervenants. Pour ça, comme on parle bien de travail collaboratif, il faut que tout le monde puisse jouer le jeu. S'il y en a un dans l'équipe qui ne joue pas le jeu, le principe collaboratif s'effondre. Après, je reviendrai un peu plus tard. Pour la gestion des coûts, même chose. On parle de quantité, de qualité. Quantité plus qualité bien référencée amène de facto des facteurs économiques précis. Donc une gestion de coûts également, qui sont liés à la base paramétrique du modèle constitué.
La 6D, on peut aller loin comme ça, hein, mais je vais m'arrêter à la 6D. La 6D, c'est la gestion du patrimoine. Une fois qu'on a modélisé tous ces éléments-là, qu'on les a caractérisés, on va rajouter ici des éléments de contrôle, de maintenance, pour pouvoir dire que tel élément de VMC doit être contrôlé tous les X. Et c'est l'objet qui a été paramétré sur la VMC, par exemple, sur des systèmes de ventilation, d'ouverture, d'éclairage, tout ce que vous voulez, en maintenance. Un truc tout bête, c'est les extincteurs. On va pouvoir vous dire, voilà, telle série d'extincteurs dans tel étage doit être révisée dans 2 mois, par exemple. Avec qui l'a fait la première fois. Et donc, c'est une base de données qui va vous permettre d'avoir une gestion extrêmement précise de votre bâtiment et d'être, ce qui est très intéressant, proactif. Et donc d'anticiper toutes les dépenses et les actions de maintenance à gérer sur votre bâtiment. Aujourd'hui, quand on a une gestion papier, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une entreprise qui arrive avec ses petits plans papier, mettons ça fait 10 ans qu'elle est sur le bâtiment, puis le jour où il y a un appel d'offres qui sort où c'est plus cette entreprise-là qui n'est retenue, bah, les plans papier ont disparu. C'est vraiment dommage. Ou alors ont été écrits ou faits d'une telle façon que l'entreprise suivante qui arrivera dira « je ne fais pas confiance à mon confrère, je refais tout à zéro ». Bon, alors ça est pareil, dans l'économie du coût, il y a mieux à faire, d'où le processus de caractérisation qui permet de faire des grandes économies justement sur le partage collaboratif des données et le suivi. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Alors chacun se reconnaîtra ou pas. La table à dessin, il existe toujours, j'en connais certains qui sont encore sur la table à dessin. Ça a des très grands avantages, c'est que au point de vue énergique et on va dire, spontané, on peut sortir des choses vraiment de grande qualité, c'est vrai. Par contre, à l'heure du numérique, on est restreint quand même dans le partage de ces données. On est essentiellement à l'Homo erectus aujourd'hui dans le dessin de D3D. Je pense que tout le monde ici à peu près partage cette base de données bidimensionnelle et tridimensionnelle qu'on utilise sur les logiciels courants. La phase supplémentaire est passée au BIM, au modèle 3D BIM, on dit modèle BIM paramétrique, ou au processus BIM. Le processus que je viens brièvement d'évoquer juste avant. Alors, on pourrait dire que la version ultime serait l'homme moderne avec un travail collaboratif complet. Alors aujourd'hui, c'est déjà difficile, il a déjà fallu pour moi, hein, je donne assez du recul, ça fait 20 ans que j'ai monté l'entreprise, avec du recul, il a fallu 15-20 ans pour mettre AutoCAD sur la table, et que tout le monde trouve ça à peu près normal sans dire que c'était révolutionnaire, alors que ça date déjà depuis très longtemps. Le BIM, ça existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, beaucoup de gens le découvrent parce que c'est médiatisé, mais ça fait déjà très longtemps que ça existe. À mon avis, dans 10-15 ans, le BIM sera comme AutoCAD aujourd'hui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 10-15 ans. Je vous parle de choses très concrètes que je vais montrer après. C'est aujourd'hui. Le travail collaboratif complet, lui, ça correspond vraiment au mode industriel qu'on va retrouver dans l'industrie automobile ou aéronautique. Je pense que le bâtiment, on en est assez loin et on n'y sera peut-être jamais. Et c'est peut-être pas souhaitable non plus, puisque les corps de métier sont vraiment diverses entre, on va dire, les métiers du bâtiment et les métiers industriels, aéronautiques et automobiles. À suivre, mais je pense que je serai plus là pour voir cette évolution-là, qui prend effectivement un peu plus de temps dans le bâtiment. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça bêtement, mais le BIM, aujourd'hui en France, il ne vient pas comme ça par hasard, il vient aussi par des études de retour sur investissement, des annonces ministérielles. Cécile Dufaux en a fait en son temps, Sonia Pinel aujourd'hui, et qui sont des fervents défenseurs du plan bâtiment numérique. Donc c'est en partant de ce constat-là, sur les économies aussi, hein, on peut sortir aussi quelque chose de très simple, une économie estimée à 2 € du mètre carré par an, si on fait une gestion de maintenance correcte par le processus BIM sur les bâtiments, ce qui est quand même colossal. Après, je ne vais pas développer le sujet, mais ça pourrait se faire après si nécessaire. Alors,
Comment on réussit aussi le BIM? Comment ce processus BIM, il faut un pilote dans l'avion, puisqu'on est en travail collaboratif. Donc qui dit travail collaboratif, il faut bien un chef d'orchestre ou un contrôleur. Après, on l'appelle BIM manager, donc on peut considérer comme nouveau métier, même si certains connaissent ce métier depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va donner les accès. Par exemple, vous avez un architecte qui va fabriquer sa structure à partir de l'existant, je vais en parler après, faire ses modifications de projet. On va donner des accès divers à un bureau d'études qui pourra interagir sur des structures, à un électricien qui pourra passer, à qui on va donner les accès juste pour les flux, le courant faible, le courant fort, qui ne pourra pas manipuler, par exemple, la petite case de son voisin qui peut être le plombier. Donc on va donner les autorisations à chacun et il faut que le BIM manager soit, alors généralement c'est un architecte, c'est quelqu'un ou un ingénieur, architecte qui connaît bien le bâtiment et les métiers du bâtiment pour pouvoir accorder à chaque corps de métier ses actions. Ça c'est vraiment important, il faut que ce soit des gens de métier. L'informatique n'est rien. L'informatique c'est votre stylo, on apprend juste à écrire et après c'est le métier qui parle. C'est pas parce que vous êtes informaticien que vous arrivez à faire quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes un homme de métier que vous saurez utiliser ces outils, et pas l'inverse. Alors, en monument historique, je dirais que une base de conditions de réussite essentielle, c'est d'avoir des données fiables et structurées. Je parlais avant qu'on a des difficultés, puisqu'on a des tas de plans qui sont en partie justes, en partie faux, et on a du mal à se faire une idée. Alors si dans le BIM, on veut éviter ça, qu'on recommence à partir sur des bases mauvaises en disant « je laisse à mon petit voisin de récupérer mes erreurs », on retrouve dans le même travers. Donc il faut surtout éviter ça en priorité, sinon c'est pas la peine de se lancer dans le paramétrique et le collaboratif pour faire des économies. Si on continue, à partir d'une manière 3D, à reprendre les erreurs du passé. Ça sert à rien. C'est une économie, c'est un investissement, c'est l'argent foutu par la fenêtre. Donc, qu'est-ce qui est important pour avoir des données fiables? C'est de partir sur le tel que construit, en rétroconception. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui existe, avant de se lancer dans un processus BIM pour partager les éléments entre tous les corps de métier, il faut bien connaître le bâtiment et en faire sa rétroconception, donc faire son double numérique. Précis, pas juste de l'image, la belle image, un relevé précis. Alors, on peut donner deux différences. On va dire quelqu'un qui souhaite faire juste un BIM de maintenance. On va prendre cette pièce, vous avez des tas d'éclairages, de systèmes divers et variés. Pour faire de la maintenance, on a besoin de quoi? On a besoin juste de localiser ce qu'on va appeler du zoning, les éléments, qui soient bien localisés, quantifiés, caractérisés. Savoir que les lampes qui sont là-haut, c'est les lampes de tel type, qui viennent de tel fabricant, qui ont été posées telle date, qui ont telle durée de vie, etc. Ça, c'est la caractérisation. Il faut savoir combien il y en a, où est-ce qu'elles sont, à peu près. Ça suffit pour la maintenance. Si on est à 10 cm, c'est largement bon. Par contre, votre BIM, il ne servira qu'à de la maintenance. Sortez pas un plan avec, et essayez pas de faire des plans de projet avec. Vous allez aller droit dans le mur, puisque c'est pas fait pour ça. Par contre, si vous voulez faire du projet avec et avoir un vrai travail collaboratif, il vous faut une reconception très précise de l'architecture existante, qui, elle, pourra vous amener jusqu'au BIM de maintenance, qui peut le plus, peut le moins, dans ce cas-là. Pas l'inverse pour le BIM de maintenance. Alors nous, on a mis au point un process interne, je vais passer rapidement, on numérise l'existant, on passe dans une base de données, et on va développer avec un plugin Revit une segmentation des données directement dans le logiciel de caractérisation. Alors pour information, je n'ai pas eu le temps de remercier Livio, mais je peux le remercier de nous avoir aidé à développer ce process-là. Là, par exemple, qu'on a développé avec le map PEMSO. Alors, je ne vais pas développer la photogrammétrie, puisque les intervenants plus tard qui le feront, mais l'acquisition photogrammétrique fait partie des systèmes d'acquisition essentiels dans l'acquisition de l'existant. On va plutôt détailler mes acquisitions par lasergrammétrie.
Donc on va numériser par laser un bâtiment de façon exhaustive pour en avoir une mémoire complète très précise. Il y a des processus importants à mettre en œuvre. Acheter un scanner, c'est très facile. Ça coûte pas cher. Enfin, pas cher, ça ne veut rien dire, tout est relatif à pas cher. Hein. Entre 40 et 50 000 euros, vous avez un scanner de qualité, transportable, facile à manier. Mais si vous multipliez le nombre de stations ici sans les coordonner et réaliser ce qu'on appelle un travail topographique de calage des données, vous allez multiplier les erreurs et n'avoir aucun moyen de contrôle. Donc c'est important aussi d'avoir des processus de calage des données pour que quand vos données sont calées, quand vous allez justement certifier la précision de vos éléments, qu'ils soient tous calés avec une charte de calibration et d'assemblage des données pour les garantir. Et ça, c'est vraiment des métiers qu'on va retrouver chez les géomètres, qui sont des experts dans la précision et l'assemblage. Pas forcément de monnaie historique d'ailleurs, mais bon, on ne peut pas être bon partout. Les utilisations des nuages de points, je pense que je n'aurai pas le temps de vous montrer quelques extraits vidéo, donc on pourra voir ça plus tard, mais donc on va pouvoir faire des parcours dans le nuage de points pour faire des visites virtuelles et utiliser ce qu'on appelle un webshare, qui est un outil extrêmement important dans la visualisation du patrimoine, puisqu'on va avoir des prises de vue 360 degrés sur la totalité du bâtiment, qui vont permettre à distance d'aller relever des dimensions, d'aller pointer des éléments, d'avoir leurs caractéristiques tridimensionnelles, et tout ça depuis son bureau sans être sur place. C'est un élément que je qualifierais d'essentiel pour une première analyse du bâtiment. À partir de ces données lasergrammétriques, on va pouvoir calculer toutes sortes d'ortho-images. Alors, je n'ai pas le temps ici d'expliquer la différence entre une ortho-image et une orthophoto, mais rapidement, une ortho-image, c'est quelque chose qu'on va calculer à partir d'un nuage de points, et pas forcément uniquement à partir de calculs photogrammétriques qui proviennent de photos. Là, ici, l'intérêt de ces ortho-images-là, c'est qu'on va avoir, pour synthétiser, comme un IRM dans le champ du visible du bâtiment, qu'on va pouvoir couper en tranches avec différents types de profondeur, et vous permettre de voir toutes les structures les unes à travers les autres, et de comprendre en transparence comment est impliqué et toutes les infrastructures, les structures du bâtiment. C'est un peu comme une radiographie. Alors, au premier abord, c'est pas toujours facile à lire, mais quand on a l'habitude, on voit très précisément toutes les déformations, les différents éléments complexes qu'on va retrouver à l'intérieur de bâtiments qu'on ne peut pas voir simplement comme ça, une simple visite directe. Après, on va rentrer dans une phase purement dite de rétroconception. Donc on va pouvoir insérer les nuages de points dans les logiciels et modéliser de façon très très précise chaque élément pour petit à petit, comme dans un bâtiment construit, commencer par les fondations et remonter jusqu'aux toitures. Le bâtiment, on ne construit jamais en lévitation, et bien quand on fait une maquette, c'est la même chose. On la construit, on reconstruit un bâtiment tel qu'il a été conçu. Ça nous permet d'une part de bien le construire et de comprendre le mode constructif. C'est pas juste la décalcomanie, je prends un nuage de points et je décalcomanie, je fais des structures. Non. On est là dans une analyse du bâti, donc il y a une intelligence de reconstruction des éléments à faire dans cette rétroconception paramétrique. Alors, autre avantage aussi de la rétroconception par acquisition numérique, c'est qu'on va pouvoir aussi contrôler la maquette tridimensionnelle. Je vais donner un exemple. Vous avez un mur avec énormément de déformations, parce que le problème, je vais revenir à la slide précédente, le problème qu'on va retrouver dans les monuments historiques, donc je crois que c'est une slide plus tard, j'y reviens, j'ai une slide exprès pour, donc je vais en parler après. Quand on va modéliser un bâtiment, il y a des endroits où on n'a pas forcément besoin d'avoir une précision folle. Par exemple, vous avez un enduit qui s'est décollé,
de 4 à 5 cm de son support. Le scan, lui, va le relever avec ce défaut-là. Nous, quand on va modéliser, on va savoir que c'est un défaut non pas structurel, mais simplement d'épiderme et de surface. Donc on ne va pas le modéliser, puisqu'on n'a aucun intérêt à modéliser une déformation de ce type. Par contre, avec le nuage de points, on va pouvoir justement toujours le libérer, comme vous voyez sur l'image. On peut toujours libérer le nuage de points dans le modèle 3D là, qui est coupé, c'est une vue en plan coupé, pour justement pouvoir contrôler entre ce qui a été modélisé et l'existant, s'il y a une parfaite cohésion. Par exemple ici, sur la vue du haut, vous avez, alors je ne sais pas si vous voyez la petite main, là ici vous avez un trait qui vient, les traits qui sont là derrière, c'est un relevé de géomètre qu'on a superposé par rapport au modèle 3D. Et quand on a superposé le modèle 3D au relevé de géomètre, on s'est dit, il y en a un des deux qui s'est planté. Donc la meilleure façon de contrôler, c'est de libérer le nuage de points. On voit très bien que sur le nuage de points, la reconstruction est juste, par contre le relevé du géomètre ne l'est pas. Le géomètre a tout simplement tiré un trait tout droit entre un point et un autre, sans prendre en considération le rayon de courbure, qui est pourtant essentiel dans ce bâtiment. Donc de pouvoir libérer tout le temps et en permanence le nuage de points permet tout de suite de contrôler les défauts qu'on peut avoir sur le modèle 3D qui sont peut-être volontaires, ou voilà, puisque quelquefois on est appelé à simplifier, et aussi parce qu'il y a des éléments qu'on ne va pas forcément utiliser tout en détail parce que ça n'a aucun intérêt sur le projet. Par exemple, vous êtes dans un projet des zones qui vont être démolies, parce que ça fait partie du projet, et bien on va quand même les modéliser et caractériser, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'en a pas besoin. Mais par contre, le nuage de points qui vient d'un état existant en instant T du bâtiment, lui, restera toujours tel quel. Et c'est d'ailleurs des bases de données qui, après modification, on revient pour faire un nouveau nuage de points pour contrôler d'ailleurs la bonne façon de la réalisation du projet. Parce que ça, on est en rétroconception avant, mais la rétroconception après. C'est-à-dire que vous faites des travaux pour valider votre maquette numérique par rapport au projet, vous revenez numériser les travaux faits et vous les remettez dans la maquette et vous pouvez contrôler la bonne réalisation et le bon contrôle des travaux. Alors pour le patrimoine, on a quand même des contraintes très fortes dans le patrimoine qu'on ne va pas rencontrer forcément dans le bâtiment contemporain. On va partir d'éléments existants. Vous tous qui connaissez bien le patrimoine, on rencontre plus de faux éclairages et de faux aplombs que de monuments parfaitement orthonormés. Donc on va avoir des déformations à gérer, des formes complexes de modèles nature, d'ornements, des asymétries, des matériaux hétérogènes. Quand on va faire une caractérisation par exemple d'un mur, c'est très difficile de connaître le blocage qu'on va retrouver derrière, les différents matériaux au niveau des différentes époques, puisque le bâtiment il a évolué au fil des siècles, donc forcément la manière constructive aussi. Donc tout ça empiète dans la caractérisation et la rétroconception d'un bâtiment. C'est pour ça qu'il faut absolument que ce soit des gens de métier qui s'occupent de ça, parce que sinon, vous allez avoir un modèle qui va ressembler, mais qui sera très mal caractérisé et mal interprété. Il y a forcément une interprétation. Il faut savoir que sur les logiciels de BIM, un mur, par exemple, je vais citer par exemple Revit, mais c'est pareil chez les autres, un mur, pour lui, il est droit et vertical. C'est souvent courant, mais il arrive quand même très souvent d'avoir des déformations qui ne nous permettent pas de faire un mur parfaitement vertical. Donc dès qu'on va donner une autre forme que celle qui est inscrite dans le logiciel, il va falloir lui donner un autre nom que mur, par exemple. Donc il faut tricher en permanence pour, dans les monuments historiques, appeler une famille par un autre nom, un faux nom, pour pouvoir modéliser dans les caractérisations de modèles BIM. Ça fait partie des difficultés. Après, pour tout ce qui va être modèle nature, c'est pareil. Les logiciels ne sont pas faits non plus forcément pour faire toutes les ornementations modèle nature. Par exemple, les sculptures sont des surfaces non géométriques qu'il faut traiter différemment. Alors, l'exploitation de la maquette 3D, derrière, elle va avoir plusieurs utilités une fois qu'elle est faite. Donc, comme vous le voyez là-haut, une simple visualisation, différents types de rendus,
Et également la possibilité d'extraire des coupes de façon automatique, ces coupes qui après seront exportées vers AutoCAD par exemple, qui nécessiteront une légère réédition des caractéristiques de lignes vectorielles pour être parfaitement éditées. Et pour finir, les différentes utilisations aussi de cette maquette, en dehors du travail collaboratif où chaque corps de métier va pouvoir ajouter justement sa valeur, ça va être aussi de pouvoir exploiter cette maquette-là en revue de projet, en application de réalité augmentée par exemple, et de visite 3D temps réel dans le bâtiment et voir visualiser et proposer un projet à un maître d'ouvrage. Vous pouvez avoir plusieurs types de projets et à partir de cette maquette-là, l'exporter dans d'autres logiciels, on va dire plus agréables pour faire des visites et exploiter cette base de données complètement rétroconçue. Je vous remercie. Merci Livio, bonjour tout le monde. Oups, ça commence bien. Donc je suis Renato Saleri, je suis chercheur au laboratoire MAP, donc dirigé par Livio De Luca. Nous sommes à Lyon, l'UMR MAP est l'UMR MAP est un laboratoire de recherche qui est distribué sur 4 localisations géographiques. Donc nous avons le MAP-ARIA à Lyon, évidemment, le CREG, qui est le Centre de recherche en architecture et ingénierie de Nancy, le MAP GAMSO, donc un petit peu la tête de pont administrative et scientifique du laboratoire, et puis le laboratoire MAC aussi, qui est hébergé donc, à l'école de Paris-La Villette. Les 2 thématiques de recherche principales concernent donc les modèles et les environnements numériques pour la conception en architecture, autrement dit des outils d'assistance à la conception, principalement pour les architectes et pour les acteurs du projet d'architecture, de manière très générale. Et puis l'axe que je vais présenter, étant donné que j'interviens donc directement comme vous le verrez, c'est l'axe qui concerne donc les modèles, les méthodes et les outils pour l'étude du bâti patrimonial. Donc avec donc la spécialisation du relevé restitution géométrique et caractérisation sémantique des formes architecturales, pour lesquels nous utilisons, comme Livio l'a évoqué au tout début, effectivement des engins volants qu'on commence à voir de plus en plus dans nos ciels ces derniers temps. Mais bon, ce que je vais essayer de mettre un petit peu en avant, c'est voilà, effectivement la fonction de ces engins volants, pourquoi on les utilise dans notre domaine et à quoi ils vont pouvoir servir. Donc une présentation brève, hein. Je ne vais pas m'étendre sur les questions liées à la photogrammétrie, je pense qu'il y a des personnes comme Marc Pierrot, d'autres gens qui seront certainement à même de le présenter de manière beaucoup plus détaillée. Je vais évoquer certains des principes de base, effectivement, qui interviennent dans le travail, justement, à l'aide d'outils photogrammétriques et l'intérêt, justement, d'utiliser des vecteurs aériens pour les sessions de capture. Donc la photogrammétrie, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas récent. On est tous à constater effectivement que les choses sur lesquelles nous raisonnons sont des choses qui existent depuis assez longtemps. Effectivement, la photogrammétrie, quelque chose qui apparaît au milieu du XIXe siècle, qui est une application de la vision stéréo, qui est quelque chose qui a commencé à apparaître il y a plusieurs millions d'années. Donc ce n'est pas du tout nouveau. La photogrammétrie est la science qui consiste en fait à prendre des mesures à partir de photos. Donc en faisant le constat, donc au milieu du 19e, que le principe de vision stéréo donc construit ce genre de représentation. Hein. Vous connaissez certainement, d'ailleurs j'ai eu la chance de manipuler il y a quelques jours chez un ami à moi, un petit peu ici, l'ancêtre
de l'Oculus Rift que vous voyez à gauche. C'est quelque chose d'extrêmement archaïque, mais qui exploite exactement les mêmes principes que ces dispositifs tout à fait récents et tout à fait modernes que l'on commence à voir apparaître, justement à la destination de la réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Donc le principe est simple, c'est simplement le fait d'avoir un léger décalage entre deux images, donc œil droit, œil gauche, ce qu'on appelle la stéréo, permet d'effectuer des mesures de profondeur dans la scène que l'on représente ou que l'on regarde. Alors on va attendre le début du XXe, effectivement, pour appliquer les principes de la photogrammétrie analytique. On commence à mettre en place un certain nombre de calculs savants qui permettent effectivement d'extraire de couples de photos, notamment, et des informations de spatialisation, des informations de mise en 3D, des informations des objets que l'on observe. Alors l'essor des technologies les plus récentes, alors je parle aussi bien de la puissance de calcul de machines, qui vont exploiter effectivement toujours ce principe de vision stéréo pour réaliser à l'aide d'outils extrêmement sophistiqués des modèles 3D très très détaillés. Donc ce qu'apportent les outils numériques par rapport à ces principes qui sont somme toute assez anciens, c'est effectivement la puissance de calcul qui va permettre de traiter des données de manière extrêmement rapide. On va étendre justement ce qu'on appelle la stéréo à de la multistéréo, c'est-à-dire que l'on va appareiller deux par deux une multitude d'images, comme ici, on va le revoir un peu plus tard, la campagne qu'on a fait sur Pompéi, où on est parti en fait je crois qu'on avait plus de 800 images sur la totalité du site. Et puis le fait qu'effectivement, la recherche des homologies entre les images, c'est-à-dire la recherche de détails remarquables qui vont être visibles sur des images proches, va aussi être automatisée justement à l'aide de la capacité de traitement de données des outils numériques. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces aspects, je pense qu'ils vont être largement développés par la suite. Évidemment, alors ici pour introduire un petit peu le sujet qui nous intéresse, la précision de la mesure sera fonction de l'ubiquité des prises de vue, c'est-à-dire qu'il va s'agir donc de tourner autour d'un objet existant, si on le prend en photo, et puis d'essayer de le prendre, donc comme on dit, sous toutes ses coutures en fait, pour essayer d'en avoir le plus de représentations possible, en évitant les auto-occlusions, notamment donc le fait que des parties de l'objet puissent en cacher d'autres, tout simplement. Alors, pour les campagnes terrestres ou les objets de petite taille, on va pouvoir utiliser des outils effectivement très sophistiqués, mais on peut se contenter aussi de ce qu'on appelle des campagnes terrestres, c'est-à-dire que l'on va arpenter un site par exemple, et puis on va prendre plein de photos les unes à la suite des autres, qui vont suffire la plupart du temps donc à restituer un objet en 3 dimensions. Quand c'est des campagnes plus systématiques, on fait appel à ce genre d'outils qui sont des choses un peu plus sophistiquées. Je sais que nous avons des travaux de recherche et de développement aussi au MAP sur des outils d'automatisation de prise de vue d'objets de petite taille. Et puis on a vu des choses aussi beaucoup plus rustiques, plus rudimentaires, mais qui semblent donner des résultats aussi intéressants. Bon, ça c'est moins avancé, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Alors effectivement, lorsque les objets sont de plus grande dimension, notamment dans le domaine du patrimoine, dans l'archéologie, effectivement on a des objets de très très grande dimension, on est obligé de prendre de la hauteur, effectivement, parce que pour pouvoir capturer ces objets sous toutes ces coutures, comme on disait tout à l'heure, on est obligé effectivement de mobiliser des vecteurs aériens. Alors à la fin du 19e, Nadar, qui faisait déjà de la photographie et de la vision stéréo, l'avait bien compris, avec ses ascensions par ballon au-dessus de la ville de Paris. Il nous a laissé quelques images absolument remarquables de l'époque. Donc on est toujours sur des technologies qui ne sont pas véritablement neuves, mais sur lesquelles, effectivement, on va pouvoir innover par l'apport de techniques absolument, les plus récentes, quoi. Donc, les vecteurs aériens téléopérés, donc vous avez vu l'intérêt, effectivement, de mobiliser des outils volants pour prendre des photos, parce que là, c'est notre cœur de métier, j'oserais dire.
Donc nous avons principalement 4 types de vols que vous connaissez certainement. Aérostatique, effectivement, quand on est en présence de vols, des ballons, hélium, etc., air chaud, hydrogène, mais c'est vrai qu'on a vu que ça donnait des résultats quelquefois un petit peu... voilà. Aérodynamique, c'est principalement ce qui va nous intéresser, donc on est dans le domaine de l'aérodynamique, mais il existe aussi du propulsif, quand on utilise des fusées ou des missiles par exemple. Et puis balistique, c'est simplement le fait que lorsque quelque chose chute sans aucune autre force appliquée sur l'objet, eh bien on est dans le cas d'un vecteur balistique, comme ça vous est certainement arrivé lorsque chez vous, avec des expériences de ce type. Donc l'aérostatique, nous avons utilisé par le passé, alors vous avez tous essayé avec le chat peut-être, de voir s'il retombe sur ses pattes, effectivement. Nous avons commencé il y a très longtemps nos expériences alors en photogrammétrie aérienne, il y a maintenant plus d'une douzaine d'années au laboratoire, avec ce type de vecteur, donc des ballons à hélium 2,40 m de diamètre, avec des enrouleurs, donc des drisses, 7 mètres cubes d'hélium, donc une charge utile relativement importante par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. L'autonomie, bien sûr, n'est pas limitative. On est moins contraint d'un point de vue réglementaire par rapport, mais j'en parlerai, nouvelle réglementation de la DGAC, les plus récentes, étant donné qu'on est avec un dispositif captif, donc on est beaucoup plus libre pour mobiliser ce genre de vecteur en l'air. Par contre, effectivement, un ballon, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible à l'aérologie. Donc, plus on monte, bien plus on va avoir du mal à positionner le capteur, qui va se balader un petit peu comme ça au gré des turbulences. Et puis surtout, voilà, le gros désavantage d'un ballon de ce type, c'est qu'il n'est pas déportable. C'est-à-dire qu'il va monter à la verticale de là où vous vous trouvez. Donc, c'est bien pour faire des photos panoramiques, mais donc voilà, il a des contraintes d'utilisation. Nous avons testé aussi ce genre de solution sur des campagnes, notamment en Afrique du Nord. Nous avons pu faire, il y a encore une dizaine d'années, des expériences diverses sur le site de Douga. D'ailleurs, si je me souviens, Livio était avec nous. Donc ici, on est encore une motorisation thermique. Alors, grosse différence avec les engins que vous voyez aujourd'hui, bien sûr, voler un petit peu partout, c'est que, à l'époque, on utilisait encore des solutions thermiques de ce type-là. Avec un engin comme ça, le pilotage est beaucoup plus accessible. On va dire qu'avec une solution avion ou hélicoptère, mais par contre, il va être très sensible à l'aérologie. On est en présence d'un roulage au décollage et l'atterrissage se faisait la plupart du temps, on va dire, en vrac, dans la pelouse. Ça, c'est quelque chose qui était un petit peu difficile à maîtriser. Parmi les choses un peu plus récentes, donc toujours avec des solutions pilotées, je fais bien la différence entre ce qui est piloté et ce qui ne l'est pas potentiellement. C'est quand même une différence qui est de taille. Donc on est sur des configurations donc hélicoptères. Ça, c'était les tout premiers Helicam qu'on a utilisés en 2003-2004. Je reviendrai sur un petit historique un petit peu plus tard. Donc avec une autonomie d'environ 15 minutes, une charge utile de 3 kg et un pilotage relativement difficile. Donc, alors on a pu faire... comme on le voit ici, des campagnes qui seraient absolument impossibles de réaliser aujourd'hui avec cette catégorie de machines. Donc là, on était une machine qui pesait au décollage une quinzaine de kilos. Et on se trouve ici au-dessus de la cour carrée, de la cour de la Sorbonne, en face de la chapelle de la Sorbonne, sur laquelle on a fait un relevé en 2004, je crois. Et Livio se souvient que lors de cette campagne, à la Sorbonne justement, il y avait le tournage du film La Panthère Rose avec Jean Reno et Beyoncé d'ailleurs, que tout le monde connaît. Donc on a eu la chance de faire atterrir notre hélicoptère sur à peu près 20 mètres carrés au milieu d'une foule très curieuse à l'époque parce que c'était assez nouveau, mais bon, c'était quand même des configurations de vol un petit peu acrobatiques. Donc, encore une fois, voilà, vol piloté, donc manuellement, on n'est pas du tout dans une configuration d'instrumentation ou d'automatisation du vol. Donc c'est pourquoi ici je pose la question, qu'est-ce qu'un drone finalement? Parce qu'on en parle beaucoup aussi aujourd'hui, on en voit voler beaucoup au-dessus des centrales, même là où il ne faut pas, très souvent. Donc il y a un certain nombre de notions que l'on va pouvoir comme ça passer en revue. Alors
Commencer par un peu d'histoire. Donc les premières tentatives de dronisation, en fait, ça va être plus des systèmes volants non pilotés, qui datent, comme vous le voyez, vraiment de la Première Guerre mondiale, donc des choses extrêmement anciennes. La Deuxième Guerre mondiale voit apparaître les premières mises en scène véritablement opérationnelles, notamment avec les missiles V1 et V2 là, qui ont été lancés donc, sur Londres. Et puis, plus récemment, vous voyez la guerre du Kippour, la première guerre du Golfe. Aujourd'hui, le déploiement est largement généralisé, mais vous voyez malheureusement qu'un des principaux moteurs d'évolution de ce type de vecteurs sont les scènes, les théâtres de conflit, donc effectivement qui sont très tracteurs du point de vue de la technologie et de la recherche. Alors évidemment, les avantages du vol non habité sont multiples. Donc, effectivement, la mise en œuvre est certainement plus sûre parce qu'on va pouvoir approcher des environnements dangereux ou éventuellement de dimensions réduites. On va pouvoir évidemment donc protéger la vie humaine parce qu'elle va être déportée par rapport au contrôle du vecteur. Le corollaire, ça va être bien sûr la disponibilité du pilote même en cas de crash, c'est quelque chose que l'on peut considérer aussi. Les solutions vont être globalement moins coûteuses parce que la taille du capteur, bien sûr, la taille du vecteur, pardon, étant donné que le vecteur va être ici construit autour de la charge utile et non autour d'un pilote. Les programmes d'entraînement, en général, sont beaucoup plus réduits que dans le cas de pilotage d'avions habités, de vol habité. Et puis, notamment, une notion d'opérabilité qui est extrêmement intéressante. On parlait du fait qu'on ne pouvait pas déporter le vol d'un ballon gonflé à l'hélium. Donc, le fait que maintenant, aujourd'hui, des drones ont des capacités, donc des endurances absolument incroyables, avec un drone militaire qui a fait un vol de plus de 330 heures en continu. Et puis la distance. Aujourd'hui, les drones qui sont pilotés, qui volent au-dessus des théâtres d'opérations militaires, sont pilotés très souvent depuis des bases militaires au cœur même des États-Unis notamment. Et donc on a vraiment cette notion d'autonomie, de longueur de vol et de pilotage à distance qui sont véritablement émergents. Donc il y a une classification qui est une classification avant tout militaire, encore une fois, étant donné que... Je répète, le principal moteur de la recherche dans ce domaine est principalement le domaine militaire. Donc il y a toute une classification, je ne vais pas relire, mais voilà, qui vont des appareils que l'on va piloter à très faible distance jusqu'à des systèmes qui vont pouvoir effectuer des vols orbitaux en orbite terrestre basse, etc. Et on va les identifier par type de mission, donc identification, reconnaissance, etc. Sachant que nous, avec nos petits appareils très modestes, on se positionne très souvent dans un rayon de 100 mètres autour de l'opérateur, à une altitude de 50 mètres en général, sachant qu'il y a un plafond réglementaire de la DGAC qui est de toute façon limité à 150 mètres. Et puis ce sont des machines qui sont dévolues, bien sûr, à la recherche, développement, et puis à des applications civiles et commerciales. Donc on est... Vraiment, voilà, ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est qu'on est dans une tranche extrêmement réduite de l'utilisation des drones, si on les considère dans leur globalité. Alors là aussi, je ne vais pas relire. Vous savez que depuis avril 2012, en France, et puis comme d'ailleurs dans la plupart des pays de l'Union européenne, commence à se mettre en place un cadre réglementaire extrêmement précis qui limite très fortement, qui sécurise l'utilisation des vecteurs aériens. Donc on va parler de catégories. De catégories de masse, de mode de pilotage et puis de zones d'évolution, ce qu'on appelle des scénarios, qui vont de S1 à S4. Sachant que, bien sûr, pour chaque vol, on va devoir faire des demandes, des autorisations précises qui vont être accordées ou non en fonction de tout un ensemble de critères qui sont très bien réglementés. Donc voilà le type de mission sur lesquelles nous avons pu opérer.
Donc, pour revenir effectivement sur les missions les plus récentes, on a pu mobiliser sur des théâtres d'opération des machines déjà plus sophistiquées du point de vue opérationnel, qui nous ont permis de réaliser un ensemble de missions qu'on va détailler alors, de manière chronologique pour voir donc, nos premières expériences. Alors ici avec le Pixie et le ballon, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de mettre un petit peu en face à face les résultats en quelque sorte, ce qu'on a pu obtenir avec les moyens de l'époque, avec les engins volants de l'époque. Donc ici, en plus avec des outils qui à l'époque n'avaient pas bien sûr la sophistication des logiciels qu'on utilise aujourd'hui pour la photogrammétrie automatique. Donc là, on est en 2003, fin 2003 on va dire. Fin 2003 également des campagnes qu'on a pu faire avec le ballon, donc là par exemple un relevé de toiture, quelque chose de très simple mais avec des outils, donc pour ceux qui s'en souviennent, un Readuise Image Modeler qui était un petit peu un des ancêtres des outils de photogrammétrie qu'on utilise aujourd'hui. Des choses plus récentes, d'ailleurs je crois que cette image a été faite par Livio, je rends à César ce qui appartient à César. Donc là on était toujours sur de Realvis, une campagne à Oudna, alors ici avec un premier hélicoptère dronisé, donc avec une hauteur de vol déjà plus haute. On commence à voir effectivement qu'on arrive à affiner les techniques de capture et les techniques de mise en 3D, donc on arrive à voir des choses beaucoup plus sophistiquées du point de vue du rendu et de la précision bien sûr. Donc ici encore une campagne qui a été faite alors plus récemment, ici en 2011, à Saint-Michel-de-Cuchat. Vous voyez d'ailleurs que la trajectoire du vecteur est extrêmement précise, est beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et ici, ce sont les premières sorties opérationnelles, enfin les premières utilisations véritablement opérationnelles de l'outil Micmac qui va vous être présenté par la suite. Donc ici, une campagne encore plus récente qui a été faite à Vintimille avec le Copter 4. Donc ici, il nous a fallu tout ce temps, comme disait Gaël tout à l'heure, il faut souvent beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il faut faire. Donc ça nous a pris à peu près 10 ans pour avoir un contexte opérationnel, savoir quel type d'appareil il faut utiliser, quel type de capteur, quel type de focale, à quelle altitude pour une résolution donnée. Savoir que sur le théâtre de Vintimille, donc une campagne qui a été menée en 2012, nous avons pu donc calculer que voilà, pour 3 mm de résolution au sol avec ce type d'appareil, c'est-à-dire qu'on a 1 mm pour 10 mètres de hauteur avec un objectif 50 mm et un capteur plein format. Ici, on travaillait avec un D800. Donc ce sont des données un petit peu, enfin toutes ces cordes du métier, ce sont des choses qui se construisent petit à petit, ce ne sont pas des choses... Et puis, voilà, c'était encore des choses assez nouvelles à l'époque. Donc ici, la campagne de Pompéi, là, on a fait plus de 800 photos, encore des choses plus récentes. Et puis la campagne de Boulbon, sur laquelle on a commencé à expérimenter des protocoles de vol pour de l'acquisition de façade, de l'acquisition verticale, ce qui n'existe pas souvent sur les mission planners des drones commerciaux. Donc là, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Alors, de manière un petit peu prospective et pour aller vite, parce qu'il faut aller vite. Donc, nous avons vu effectivement un petit peu toutes ces machines qu'on a pu utiliser par le passé. Le Copter 4, on ne l'utilise plus étant donné que c'est une machine qui pesait 39 kg et qu'on n'arrive plus à le caser dans les scénarios d'utilisation formatés DGAC aujourd'hui, ou alors de manière très très restrictive. Après, voilà, de manière un petit peu prospective, on croit beaucoup, alors c'est pas pour faire de la publicité, mais on croit beaucoup à des appareils de petite taille qui commencent à sortir sur le marché, qui commencent à donner des résultats assez intéressants en termes de positionnement et en termes de vol. Évidemment, il faudra à un moment donné compter sur la convergence des appareils de prise de vue qui pour le moment ne sont peut-être pas encore à la hauteur par rapport à la dimension de ces appareils. Et puis l'utilisation d'outils un petit peu alternatifs qu'on a pu développer et mettre en œuvre dans des cas de figure où véritablement l'utilisation d'un drone était impossible. Donc ici c'est une campagne qu'on a fait cette année, pas très loin d'ici, enfin à Paris, à l'hôpital Necker, à l'hôpital pour enfants, sur lequel on a déployé donc cette grue en carbone qu'on a designée complètement en laboratoire. En fait c'est une grosse canne à pêche qu'on met sur le toit et qui permet de descendre un appareil photo le long des façades, et qui nous a permis de réaliser une campagne qui finalement était assez couronnée de succès. Donc on a pu obtenir ce qu'on voulait. Voilà.
Je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Nous allons revenir un petit peu sur Terre, ou plus terre à terre, et je vais aborder les enjeux et l'apport de l'imagerie, les enjeux et les opportunités qu'offrent les techniques numériques pour enrichir un diagnostic de conservation et pour les peintures murales. Alors, qu'est-ce que l'on recherche? On recherche à acquérir, dans le cadre d'une démarche de conservation, le plus d'informations possible prises sur le terrain, sur les matériaux. Alors, on peut aussi avoir des analyses de laboratoire qui vont être aussi réalisées par le biais de prélèvements. On va faire collecter des informations sur la technique originale, sur les dégradations, qu'elles soient chimiques, physiques, biologiques, l'environnement au sens large, ce qui comprend aussi l'étude de l'enveloppe, c'est-à-dire le bâti, sa structure, son rôle dans l'état de conservation d'une peinture murale. Bref, cette démarche vise à établir, comme vous le savez, une documentation qui complète la documentation existante et établir aussi un constat d'état. On cherche aussi à acquérir des informations, et le plus d'informations possible, à l'aide d'observations et d'un nombre de techniques qui soient limitées et qui soient adaptées au terrain, qui soient non destructives et qui soient sans contact. Elles doivent donc être légères, rapides pour l'obtention des informations et réalisées avec un matériel qui donne des informations globales sous forme d'images ou qui peuvent être aussi ponctuelles et qui donnent des informations pouvant être spatialisées. Alors, la première documentation réalisée sur les peintures murales est ce que l'on appelle l'imagerie scientifique, qui, grâce au développement numérique, est de nouveau devenue une source d'information majeure pour mettre en évidence, comme par exemple ici, visuellement des déformations en lumière rasante. Vous montrez aussi, par exemple, des dessins sous-jacents sur ces images en infrarouge, ou montrer aussi des zones de restauration en imagerie de fluorescence dans le domaine du visible sous rayonnement ultraviolet. Donc ce sont des techniques classiques. Et des approches plus récentes se sont aussi développées grâce aux outils numériques et qui vont combiner plusieurs techniques comme l'imagerie en infrarouge fausse couleur, la thermographie infrarouge et bien d'autres techniques. Je vous en cite quelques-unes ici et j'en évoquerai quelques-unes un peu plus tard. L'intérêt de ces techniques est, en utilisant tout type de rayonnement, d'avoir des informations aussi bien en surface qu'en profondeur sur la nature des matériaux, la localisation précise de vide, de sels hygroscopiques, donc d'avoir des informations aussi sur ce qui n'est pas visible, ce jusqu'au support de la peinture murale, la fluorescence X permettant de travailler plutôt dans les couches de surface. En imagerie infrarouge, on va aller un petit peu avoir des informations un peu plus profondément. Et on va collecter des informations, par exemple en thermographie infrarouge, sur quelques millimètres à quelques centimètres. Mais comment avoir ces informations précises sur la nature des matériaux, leur organisation, c'est-à-dire comment comparer des informations qui proviennent de l'imagerie, des cartographies des techniques picturales ou des formes de dégradation, ou d'autres techniques d'analyse, comme par exemple le relief, et comment avoir des informations sur le caractère actif des dégradations et sur l'origine, et enfin, comment spatialiser ces informations. Il va donc être nécessaire de combiner des données, de fusionner des données, c'est-à-dire associer, corréler des informations provenant de sources hétérogènes, de visualiser les informations obtenues, de développer des bases de données et quantifier certaines des informations produites, ce de manière rigoureuse et interactive. Ce que commence de permettre les avancées faites dans le développement des technologies numériques. Je vais vous donner quelques exemples. On peut tout d'abord combiner une image directe avec une image infrarouge, c'est la photo infrarouge, l'imagerie infrarouge en fausse couleur, et obtenir une image composite qui va par exemple donner des infos sur la nature des matériaux. Ainsi, vous avez ici le plafond en voûte, un détail du moins, de la chapelle d'Entrevigne de Cigales.
Et si on regarde les bleus, il y a 3 bleus, 2 du ciel et un bleu du manteau de la Vierge. Et ils ont des signatures qui sont différentes et donc des natures de matériaux différents. Si l'on compare les informations à un référentiel réalisé sur des pigments purs en poudre, on va obtenir des éléments de réponse quant à leur nature. Même, comme ici par rapport au bleu. Même si dans certains cas, et pour les bleus en particulier, cette analyse ne peut être totalement discriminante, car plusieurs bleus différents peuvent malheureusement avoir des signatures ou une réponse identique en infrarouge fausse couleur, par exemple le smalt et le lapis lazuli. Un autre exemple est de combiner un relevé cartographique, par exemple de fissures, relevé ici sur une peinture murale antique présentée dans l'exèdre de la Villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer et actuellement en restauration. Donc on va combiner ce relevé avec de l'imagerie en thermographie infrarouge stimulée, c'est-à-dire en assurant un suivi d'une très légère augmentation de température, inférieure à 1 degré, de la surface, et de suivre cette augmentation et son refroidissement, comme le montre ici, en bas, la courbe d'acquisition schématisée et acquis selon le schéma ici, où ce schéma montre comment est constituée cette courbe de variation de température en fonction du temps sur un pixel. Et donc on va travailler sur un ensemble de pixels. L'imagerie obtenue après une accentuation de ces différences grâce à des traitements mathématiques de ces courbes, ici c'est le calcul de la valeur maximale de contraste des températures en un temps donné, combiné au relevé des fissures, permet ainsi de localiser des zones à fort risque de détachement à courte échéance, comme cette zone montrant une relative bonne interconnexion des fissures et la présence de vide montrée par ces couleurs rouges orangées qui montrent un refroidissement plus lent de l'air. Autre exemple, dans la chapelle des fraises de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, le LIPS permet d'avoir une analyse chimique élémentaire depuis la surface jusqu'en profondeur et avoir des informations sur des différentes couches qui peuvent être présentes. En surface, si l'on combine par exemple cette analyse avec une analyse en image en thermographie infrarouge, on voit ici par exemple pour l'auréole de la Vierge, on voit un petit bout ici, la zone où il reste encore de la feuille d'or, or qui a été déterminée par l'analyse en LIPS. On voit aussi les zones où il n'y en a plus. Autre exemple, la combinaison plus complexe d'informations comme la photogrammétrie 3D, la thermographie infrarouge qui vont aussi permettre de mettre en évidence une dégradation et ses mécanismes à ses premiers stades avant que l'on puisse observer visuellement cette dégradation. Nous allons ici nous intéresser à un détail de la peinture précédente qui figure ici, qui est située à la base du trône de la Vierge que l'on entrevoit ici. La base de la trône est un morceau de sa robe et du sol. Si l'on regarde les zones où en thermographie infrarouge, il semble ne pas y avoir de détachement puisque les couleurs sont sombres et montrent un refroidissement très rapide. On voit qu'en photogrammétrie, on obtient des zones qui sont assez grandes, comme des plateaux, enfin toute proportion gardée, puisque là nous travaillons quand même sur une image d'une carré d'environ 7 cm de côté. Si l'on observe les zones montrant une faible diminution de température du fait de la présence d'air en rouge orangé, elles correspondent à des petites surfaces, ou elles semblent correspondre à des petites surfaces, comme des pics. Des prélèvements ont été effectués dans ces zones et ont montré la présence de sels hygroscopiques. Il semble donc possible, grâce à la combinaison de techniques numériques d'imagerie, de détecter les premiers stades d'une dégradation et d'avoir des informations sur sa nature. Dernier exemple, une combinaison assez complexe de données, de superposition d'acquisition, comme ici à Villeneuve-les-Avignon, pour la chapelle des fresques, où l'on a superposé les cartographies des formes d'altération des peintures murales, que vous voyez représentées ici, levées à l'intérieur, et superposées aux cartographies, aux relevés des dégradations affectant la pierre en extérieur, ces peintures étant faites sur un mur simple de moellons, comme vous voyez ici, et
de ces altérations en extérieur étant liées à les infiltrations d'eau, et donc on peut voir aussi, dans certains cas, les correspondances ou les relations directes de cause à effet, notamment par rapport ici, entre les altérations qui sont à l'intérieur et celles qui sont en extérieur. On conçoit ici, au travers de ces exemples, que des combinaisons manuelles, même si elles sont facilitées du fait de l'utilisation de données numériques, sont coûteuses en temps, complexes en réalisation et limitées dans le nombre de combinaisons. Aussi sont développés depuis 4-5 ans de nouveaux outils, comme par exemple des bases de données multidimensionnelles. Prenons le cas par exemple des relevés cartographiques et de leur superposition. Une première expérimentation qu'on a fait avec le MAP a montré qu'il était possible de superposer, de fusionner automatiquement sur un nuage de points, donc un relevé 3D, ces différentes cartes pour archivage, pour suivi dans le temps et aussi pour leur exploitation. Ici, vous avez une représentation de cette partie de cette base de données qui a été développée à l'époque, était développée sur la base de données UMS et qui a permis donc de développer un système d'information géographique donnant la géométrie et le mètré précis de la chapelle des fresques, d'intégrer des données de surface comme les cartographies faites par les restaurateurs, d'intégrer aussi des données indirectes sous forme de fiches telles des fiches d'études de prélèvement. Cette base offrait aussi des outils de recherche visuelle et sémantique simples s'appuyant sur 2 thésaurus, des formes de dégradation, l'un un glossaire sur la pierre et l'autre glossaire sur la peinture murale. L'objectif d'une telle base est d'intégrer pour un site, pour une peinture murale donnée, les informations issues de la documentation existante provenant d'une étude approfondie sur site à l'aide d'une autre boîte à outils que celle présentée tout à l'heure, qui est composée d'un nombre restreint d'outils le plus non destructifs possible, et aussi, cette base de données va aussi collecter les données analytiques de laboratoire et les associer à des documentations iconographiques et des documentations existantes. L'intérêt d'un tel outil est aussi d'être itératif et donc de permettre de fusionner ces données et aussi d'intégrer une dimension temporelle en faisant interagir les données qui sont déjà dans la base avec de nouvelles données intégrées. Vous avez ici l'intégration de données 2D structurées dont les annotations sémantiques sont projetées sur le modèle 3D. Ces cartographies sont automatiquement stockées dans la base de données sous forme d'un fichier vectoriel qui contient des informations sur les formes dessinées, les dimensions et les données sémantiques issues de l'utilisation des glossaires. Sont stockées aussi des images tramées concernant les différents thèmes de l'analyse de surface. Afin de faire le suivi dans le temps, ont ainsi été intégrées 2 cartographies, dans cet exemple, de l'extension de formes de dégradation relevées avant consolidation et après consolidation. L'intégration dans la base de données a permis une superposition graphique immédiate et précise de ces cartographies et d'avoir des informations quantitatives sur la diminution des parties détachées par un système de calcul automatique simple donné sous forme de pourcentage surfacique est représenté ici par un camembert et où on voit, après l'intervention d'urgence du restaurateur, l'augmentation de la zone dite du pourcentage de surface dite sans altération visible et une diminution en vert du pourcentage de zones détachées. Ces données sont par ailleurs automatiquement stockées dans la base de données. Nous avons ainsi vu ici, au travers d'exemples et des expérimentations faites dans le cadre du développement de cette base de données expérimentale, l'apport de ces nouveaux outils numériques qui, sur la base d'un relevé géométrique et d'informations choisies, va permettre, outre le stockage de données d'analyse de surface en profondeur, de mettre en relation, de fusionner ces informations et de permettre d'enrichir l'analyse en conservation, d'affiner un diagnostic par une meilleure compréhension des mécanismes de dégradation, et aussi d'améliorer les préconisations de la gestion des sites étudiés. Cette approche est actuellement explorée au travers de 2 programmes de recherche. Le programme, mais je pense qu'ils seront abordés un peu plus tard, je vous le cite, programme Monumentum qui a pour but de développer une plateforme logicielle qui capitalise, gère les connaissances tout en favorisant la compréhension
et l'analyse des phénomènes de dégradation par le développement d'outils spécifiques, et le programme FIAT-LUX, qui se penche sur la question assez complexe de la fusion des données hétérogènes provenant de différents capteurs. Et vous avez ici une image qui a été réalisée la semaine dernière dans le cadre de ce programme où on voit les différents points de vue faits avec différents capteurs, une première approche pour obtenir cette image, ce nuage de points sur une peinture sur bois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marc.